Bonne fin d'après-midi. J'espère pouvoir captiver votre attention un peu avec le sujet qui touche beaucoup de transformations, que ce soit opérationnel ou en maintenance. Et on parle de gestion de changement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu des défis gestion de changement? Oui, non. Oh, il y a des mains qui. Ça se lève assez vite. Effectivement, l'humain est confortable dans des situations qui sont prévisibles. Le changement, là, ça vient un peu nous bousculer, peu importe que ce soit au niveau maintenance ou opération. Il y a toujours un petit bout qui vient chambouler l'être humain. Puis on va en parler un peu. C'était bien. Ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup. En fait, j'étais pas là hier, mais dans la journée d'aujourd'hui, je trouvais qu'il y a beaucoup d'interventions qui parlaient des gens, du terrain, de la connaissance terrain. C'est de plus en plus verbalisé, ce qui est vraiment une bonne chose. Je pense que comparativement à des années antérieures où on parlait un peu moins de ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Puis je pense que c'est vraiment une belle avancée. En tout cas, j'ai été très, très agréablement surpris de ce que j'ai entendu ce matin à ce niveau-là. Donc, je vous parle de 5 axes et encore là, je vous parle de 5 axes qui sont pour moi des incontournables, dans le sens que ce n'est pas une Bible, ce n'est pas une science exacte. Je vous partage très humblement mon expérience pour être en mesure de ressortir ces axes-là. Dans les exemples que j'ai à vous verbaliser, il n'y aura pas d'exemple de transformation qui vont vous jeter par terre. OK? Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'illustrer, OK, certains changements ou certaines situations qui ont fait en sorte que je suis capable de mettre en lumière un axe en particulier. Donc, on va parler des 5 axes de transformation: le terrain, les ressources, souvent négligées, l'adhésion des équipes, la clarté du leadership et le courage managérial. Qui je suis? Ben, Éric Martel, consultant en maintenance, fiabilité, gestion de changement. Ben, j'ai une dizaine d'années d'expérience. Là. Johan mentionnait une vingtaine d'années parce que je suis un mécanicien de métier. Je suis devenu gestionnaire il y a à peu près une dizaine d'années pure et dure. J'ai un parcours à titre de superviseur, directeur au niveau des opérations maintenant. J'ai eu la chance de couvrir plusieurs postes à travers les années. Puis mon expérience se situe essentiellement en milieu industriel, lourd, alimentaire, on en a parlé aussi, et flotte de véhicules. Fait que je vous emmène sur le premier axe qui est, bon, afin de comprendre pourquoi les gens ne font pas ce qu'on demande, va voir ce qu'on leur demande vraiment. On en a parlé un peu ce matin, puis je vous parle d'une expérience terrain qui est un test de validation opérationnelle. On est dans je vous mets en contexte un peu, on est en production. Il y a un test de validation opérationnelle qui doit s'effectuer, qui se fait, disons, une fois sur deux, pour être chanceux, là, puis c'est quand même un bon chiffre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens de terrain ne veulent pas remplir ce test-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui les empêche ou pourquoi on pense qu'ils ont une mauvaise volonté de remplir ça? Puis on n'arrive pas à voir pourquoi ils ne sont pas en mesure de valider ce test-là. On est souvent surchargé, tu sais, comme superviseur, gestionnaire, puis tout ça. Je pense qu'on réfléchit souvent pas à aller voir sur le terrain. Pourquoi? Parce que les gens non plus ne parlent pas sur le terrain, puis des fois, on a l'impression que c'est juste comme une confrontation. On s'est assis un peu en gestionnaire en disant: «OK, ça ne fait pas de sens. On va juste voir sur le terrain ce qui se passe un peu. On va essayer de questionner les gens». Les gens n'étaient pas très ouverts au début à répondre à nos questions. Puis après ça, au fur et à mesure, on s'est dit: «OK, est-ce qu'ils connaissent vraiment pourquoi on fait ce test-là opérationnellement?» Ce n'était pas un test qui mettait en jeu la qualité ou peu importe, mais c'était vraiment quelque chose qui nous aidait au niveau opérationnel. Et on s'est rendu compte que les gens n'avaient aucune idée de la portée de ce test opérationnel-là, qui était très court. Là, on parle d'un test d'à peu près 1 minute à réaliser. Là, il n'y a rien de majeur là-dedans. Par contre, c'était quelque chose qui était très aidant de notre côté. Eux, ils n'avaient pas l'idée de l'impact, OK, par rapport à ce test-là. Puis on s'est mis à avoir des discussions ouvertes. Bon, là, on a entendu parler ce matin des niveaux syndical, non syndical, puis tout ça. Je pense que les gens, quand on les questionne sur un processus, se sentent un petit peu attaqués, je ne sais pas pourquoi, par nature, mais on est allé vraiment avec une approche d'écoute active, de leur expliquer pourquoi on faisait les choses,
Puis après ça, de comprendre, eux, de leur côté, d'essayer de les faire parler. Puis c'est ça qui a été le plus difficile, mais on a réussi à les faire jaser pour arriver à une conclusion très simple. Les gens nous disaient, écoute, c'est zéro facile de réaliser ça dans l'environnement qu'on est. On n'a pas les outils nécessaires, on n'a pas la bonne façon de faire, puis pourtant, c'est pas long à réaliser. Je vous le mentionne, c'est un test d'à peu près une minute. On a fini par aller voir le terrain et dire vraiment avec eux autres, dire OK, parfait, explique-moi comment tu fais tes choses. Explique-moi comment tu démarres ton test, explique-moi comment tu dois nettoyer tel équipement. Et quand on a finalement compris cette portion-là, on a fait un deal avec eux en disant OK, si je te donne l'environnement propice à faire tes choses, les autres ils nous disaient écoute, ça va être parfait. Là. Nous autres, on ne demande pas mieux. Puis on ne connaissait pas la portée de ce test-là, en fait. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit investissement, on a ouvert les bons de travail, on a fait les modifications nécessaires, puis on a mis ce test-là en place, qui a fonctionné encore. Je pense que ça fonctionne encore aujourd'hui. Je touché du bois, j'espère, mais qui a fonctionné très longtemps. Fait que le problème apparent, on en a parlé, le test de validation, la réaction naturelle de gestion, puis c'est un petit peu là que je veux vous emmener. Tenter de comprendre pourquoi les gens ne font pas ce qu'on leur demande. Souvent, quand on n'a pas d'explication des gens, c'est difficile de comprendre de notre côté. D'aller sur le terrain puis valider, c'est une chose, mais de les faire parler, ces gens-là, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est très payant. C'est très payant d'essayer de comprendre la motivation de ce qui se cache en arrière de ça. C'est rarement de la mauvaise volonté, c'est souvent de la mécompréhension. Le terrain, bon, les gens ne savaient pas réellement à quoi servait ce test-là, on en a parlé. Puis la solution à si peu de frais, on en a parlé aussi, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place rapidement avec l'accord des gens des différentes équipes, parce que bon, il y avait des équipes en rotation qui faisaient ce test-là. Je pense que d'aller voir, d'aller marcher le terrain, c'est potentiellement ce qui est le plus important. En tout cas, ça fait un des 5 axes qui est le plus important au niveau, pour moi, de la gestion du changement. Si on ne sait pas de quoi on parle, si on demande des choses aux gens, puis on ne sait pas de quoi on parle, puis on ne sait pas ce que ça implique, très difficile de faire adhérer quelqu'un à ça parce que c'est un peu un manque de respect qui est vu de la part des professionnels sur le plancher parce qu'on ne comprend pas leur réalité puis on ne va pas chercher à la connaître réellement. Fait que ça, c'est pour l'axe 1, qui est vraiment le terrain. Oups. Fait que observer avant de décider. La donnée terrain prime sur la théorie. Fait qu'on a beau avoir des excellentes idées dans nos bureaux, dans nos brainstorming, ça, c'est sûr qu'on peut refaire le monde longtemps. Mais est-ce que ça s'applique au terrain puis au contexte opérationnel? Pas toujours. Puis le dernier point, co-construire avec les professionnels. J'attire votre attention sur le mot professionnel. Les gens de terrain, c'est les professionnels du terrain. On a beau avoir l'éducation qu'on a, les connaissances, soit en maintenance, aux opérations, peu importe. Les gens qui font le boulot chaque jour, c'est eux les professionnels du terrain. Puis c'est important de les traiter comme des professionnels parce que ces gens-là, des fois, dans la forme, n'auront pas la bonne façon de le verbaliser, mais le fond va être tellement payant si on est capable de les écouter. Je vous garantis que ces gens-là qui font le travail tous les jours, c'est des professionnels. Je vous amène sur l'axe 2. J'espère de vous faire sourire avec celui-là. Des ressources. Et la phrase est la suivante. Avec ce système, on va révolutionner la maintenance. Y en a-tu qui ont déjà entendu ça? Oui? Cool. Je vous parle de l'implantation d'un phare, puis là, je vous en parle en même temps. Les gens savent d'où je viens dans les entreprises, tout ça. Le but, ce n'est pas de casser du sucre sur le dos d'une organisation ou peu importe. C'est vraiment une méconnaissance, en fait, de la science de la maintenance, parce qu'on appelle ça la science de la maintenance. Ce n'est pas quelque chose d'hyper simple, la maintenance, c'est quand même complexe. Mais je vais essayer de vous faire sourire un peu avec cette implantation-là. Fait qu'on remonte en 2017, je pense. OK? La phrase que vous avez vue un petit peu avant, c'est un dirigeant d'entreprise qui m'a dit ça, puis il m'a dit Éric, ça va être fou. Ça va être malade. On parle. Ouais.
Oui, oui. Je la ris encore aujourd'hui. Fait qu'on part d'un système où on a, dans le temps, on avait quelque chose qui était Oracle, on avait les bons de travail, on avait nos entretiens préventifs. Est-ce que c'était fait? On n'avait pas de hiérarchie d'équipement. On était quand même capable d'avoir un certain suivi, mais c'était pas, je veux dire, c'était basique comme système. C'était quand même, on voulait aller ailleurs, proche de la Lune, je dirais, dans la proposition initiale. Moi, jeune gestionnaire, moi, écoute, je suis partant, je suis en feu, je veux y aller, je carbure à la maintenance. Ils me disent, on va implanter ça, c'est parfait. Oups. Et dans l'équipe d'implantation, on est deux. Puis on fait ça en plus de notre travail qu'on a à faire chaque jour parce qu'un système de maintenance, c'est facile, c'est des fichiers Excel, là. Tu prends ça puis tu forwardes ça dans un logiciel. Ouais. Fait que votre homme, le serviteur ici, a passé 18 mois, approximativement, avec un ingénieur des États-Unis qui était une personne absolument désagréable, qui n'avait pas le goût d'être là, et puis qui, lui, avait implanté des systèmes ailleurs et ça avait tellement bien fonctionné. J'ai aucune idée pourquoi, même encore aujourd'hui, mais bon. Le système est excellent. Je veux dire, Infor, c'est un système qui a une structure quand même, c'est un excellent système de maintenance. L'approche organisationnelle pour implanter ce système-là, c'était, le corpo l'a fait. On l'a essayé à 3, 4, 5 endroits. Ça a fonctionné. On va l'emmener ici. Ça va être bon. Il était zéro convaincu, je pense, de la façon dont c'était pour se passer, mais il était zéro convaincu. Il était très convaincu qu'il voulait que En fait, il était convaincu de vouloir changer la maintenance. Ça c'est clair. Je veux dire, je l'entendais des gens. Il voulait y aller vraiment en optimisation de la maintenance. Là où je pense qu'ils ont, puis je ne pense pas, je suis certain, ils ont vraiment sous-évalué tout ça. Je pense qu'ils n'en avaient jamais fait de transformation en maintenance. Je pense qu'ils n'ont jamais migré vers des systèmes aussi complexes. Et la sous-évaluation des ressources a fait en sorte que 18 mois plus tard, on s'est ramassé avec un système qui était tout aussi fonctionnel que l'ancien, sans plus. On était à la même place, 18 mois plus tard. Si tu me demandais combien un équipement me coûtait à la fin du mois, je n'étais pas en mesure de te le dire. Fait que cette histoire-là me fait encore sourire aujourd'hui parce que ça me rappelle, à quel point j'étais jeune dans mon apprentissage de la maintenance à ce moment-là, à quel point l'organisation pour laquelle je travaillais était jeune dans son mindset, en fait, de ce que c'était vraiment la maintenance. À chaque fois qu'on parlait de maintenance, on entendait des gens dire la maintenance, c'est facile. C'est un équipement qui pète, réparer. C'est facile, la maintenance. Implanter un logiciel, c'est facile. Bref, j'attire votre attention sur quand les ressources manquent, là, je veux dire, celui-là, tous les axes sont importants, mais pour moi, celui-là, ça en fait partie. C'est un bout flagrant qui va venir chercher aussi le 5e axe dont on va parler un petit peu par la fin. Fait que la promesse ultra motivée, on en a parlé. L'équipe prévue, j'espère que je vous ai fait sourire. Ce qu'on ne nous avait pas dit, ou pas totalement, pas de droit de modification du système. C'était la personne avec qui on faisait l'implantation qui gardait ces droits-là parce qu'il ne voulait pas que n'importe qui modifie le système. C'est un petit peu complexe. Pas d'accès au mode planification, ni aux pièces. On verra plus tard. Ça va peut-être parler avec un système de gestion un peu plus tard, tout ça. Bref, je vous ramène sur le fait des ressources, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait parler de cette implantation-là, mais c'est vraiment au niveau des ressources. Moi, je peux vous confirmer que 18 mois plus tard, j'ai été complètement brûlé. Puis complètement brûlé dans le sens où j'ai même brûlé du monde alentour de moi parce que je voulais tellement que ça fonctionne. Ces gens-là aussi voulaient que ça fonctionne. J'avais la chance de travailler pour une entreprise où les gens étaient ultra engagés. Fait que c'est déjà un plus, mais en même temps, ça a son côté négatif. Je pense qu'on a juste fait du bruit alentour d'un système, puis on a épuisé des ressources en bout de ligne. Identifier les ressources réelles
Il y a 76 des employés qui vivent de l'épuisement professionnel. Et ça, c'est prouvé. De moins en moins vrai, heureusement, parce qu'il y a un clash des générations aujourd'hui. OK? Avant ça, les gens se donnaient corps et âme pour plein de choses. Par chance, les nouvelles générations sont un petit peu plus allumées là-dessus. Eux prônent une certaine qualité de vie, ont une vision différente de l'implication qu'il y a à mettre dans une entreprise. Mais quand même, la statistique reste vraie aujourd'hui. Il y a 76 des gens qui vivent de l'épuisement professionnel. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette portion-là. Il faut identifier, quand on a un projet d'implantation ou de changement, puis quand on parle d'implantation ou de changement, un changement de processus, c'est un changement. Une transformation en maintenance, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est extrêmement spectaculaire. Il y a toujours des transformations qui se font à chaque jour, puis je pense que ce point-là est souvent négligé. OK? Les ressources, on identifie les ressources idéales, ceux qu'on pense que ça va fonctionner, mais les ressources réelles, dans la vraie vie, ce n'est pas ça souvent. Puis je vous dis, c'est par expérience, c'est toujours sous-évalué. Le sous-effectif s'installe en silence. Quand les ressources manquent, les équipes compensent jusqu'à l'épuisement, les résultats tardent, le découragement s'installe. Ce découragement-là, c'est la naissance d'un échec d'implantation. Planifier les ressources, c'est aussi respecter les équipes. Je parlais tantôt d'échec d'implantation. C'est la fondation qu'on néglige, mais quand les équipes sont surchargées, ils ne voient pas la valeur ajoutée, ils ne voient pas l'aboutissement de ça, puis ils n'ont pas toute la compréhension, puis qu'ils voient qu'ils ont juste une surcharge. J'ai l'impression, personnellement, que c'est de là que naît l'échec d'implantation. Pour votre information, il y a 70 des implantations qui échouent. OK? Puis ça, c'est un fait. Cette portion-là, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de l'échec silencieux qui débute à la portion de l'axe 2 où on a une identification des ressources qui n'est pas tout à fait adéquate. Axe 3, l'adhésion comme moteur. On en a parlé, en fait, Jean-Robert et Martin en ont parlé ce matin. J'ai lancé cette phrase-là à mon département de maintenance dans ce temps-là, puis je n'aurais jamais pensé que cette phrase-là avait été aussi puissante que ça dans le temps. On avait un petit enjeu d'organisation du département de maintenance. C'était un peu, c'était fonctionnel, mais c'était, pour reprendre certains mots, c'était un chaos organisé. On arrivait à se retrouver, on n'avait pas les endroits pour mettre les EPI correctement, les gars travaillaient un peu, au niveau 5S, on était loin. On manquait de place. On avait un entrepôt à ce moment-là qui était en arrière de l'usine, qui n'était pas isolé pour l'hiver. On mettait des pièces là-dedans. Bref, c'était un peu. C'était un petit peu. Disons que ça avait été très négligé à travers les années. La demande des gens avait été négligée, puis les gens ont fini par se désengager un petit peu. Puis au fur et à mesure de mon arrivée en poste, bon, ces discussions-là ont ressorti, puis tout ça, puis bon, avec la charge de travail que tout le monde avait, puis tout ça, je pense qu'il y avait quand même des idées, eux, de leur côté, qui étaient très pertinentes. Puis à un certain moment, on a une réunion d'équipe, je leur pose la question, puis je leur dis, si c'était votre maintenance à vous autres, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous organiseriez ça? Puis là, bon, il y a certaines personnes qui disent, ah, moi, peut-être que j'irais de ce côté-là, peut-être que je ferais telle affaire. Je pense qu'on serait mieux de... Je dis, OK, parfait. J'ai dit, on fait un deal ensemble. Prenez le temps. On avait une réunion d'équipe de ce genre-là une fois par semaine. Je disais, prenez le temps, durant la prochaine semaine, consultez-vous, regardez si vous êtes capable d'avoir des idées communes, puis à la prochaine rencontre, on s'en parle. Dans l'adhésion comme moteur, où je veux vous emmener un peu sur cet axe-là, c'est qu'il y a tout le temps des leaders naturels sur le terrain qui vont sortir. OK? Puis ces gens-là vont travailler ce dossier-là, vont prendre ça, vont le porter. Puis l'important là-dedans, dans l'adhésion, c'est ce que ça peut porter pour un projet. Ces gens-là se sont consultés durant la semaine. On est arrivé au meeting la semaine d'après. Les gens sont arrivés avec des idées structurées qui demandaient quand même un certain investissement là, par rapport à l'entrepôt qu'on a parlé tantôt, qui n'était pas isolé, puis tout ça.
C'était pas un investissement majeur, mais ça demandait quand même l'appui du directeur d'usine à ce moment-là. Puis, quand ils ont tout verbalisé leur idée, je me suis un peu commis en disant, c'est votre département, mettez-le à votre image. Je leur ai donné les grandes lignes budgétaires, assurément, santé, sécurité, budgétaire, tout ça. Mais la beauté de ce projet-là, c'est que j'ai absolument rien fait. Rien. Rien d'autre que donner les guidelines. C'est eux qui l'ont porté, c'est eux qui l'ont réalisé. Puis je vous garantis qu'encore aujourd'hui, dans cette organisation-là, si vous arrivez dans le département de maintenance puis que vous mettez quelque chose à l'envers là, ce n'est pas un superviseur qui va vous le dire. C'est l'équipe de maintenance elle-même. Parce qu'ils se sont appropriés ce projet-là. Quand on parle de l'adhésion, puis là, c'est un projet simple en maintenance dans le sens où ce n'est pas une grande réalisation. Le but, c'est de vous expliquer ce que ça peut avoir comme impact la portée d'une équipe de maintenance. Quand elle décide de s'approprier ça, je veux dire, ça déplace des montagnes. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'un projet aussi simple que ça ferait partie d'une petite présentation un jour, mais c'est vraiment à l'image de plusieurs processus que vous pouvez transposer dans vos organisations. C'est important que ces gens-là s'approprient le projet au même type que quand on est jeune, on fait un sport d'équipe. Quand tu es 3, 4, 5 qui se regardent, tu te dis OK, on fait partie d'une équipe. Le dernier ou la dernière qui est là choisi pour dire viens finaliser l'équipe, ça ne se sent pas aussi embarqué que les premiers qui ont parti. C'est la même chose là-dedans. C'est important cet axe-là. L'adhésion, c'est ce qui va faire. Ce que vous voulez, en fait, c'est faire porter le mouvement. Le projet, quand vous voulez faire une implantation ou un changement, ce qu'on souhaite le plus, en tout cas, je pense comme gestionnaire, c'est que ce projet-là soit porté par les gens. Tu ne veux pas être obligé ou tu ne veux pas avoir la responsabilité de porter ça parce que si on porte ça tout seul ou avec une équipe de gestionnaires, c'est clair que le projet ne fonctionne pas. Si ça ne se fait pas porter par le plancher, ça ira probablement pas très, très loin. Ça va durer le temps que l'équipe de gestion va rester en place. Aussitôt que l'équipe de gestion va partir, ça va tomber. De savoir si un projet fonctionne en bout de ligne, c'est de savoir si quand les gestionnaires changent ou la structure change, si ça reste en place, là, c'est du succès. Fait qu'on a parlé du constat, de la démarche. Donner le pouvoir aux gens, c'est important. Leur donner des lignes directrices, mais de leur donner le pouvoir de réaliser ça à leur façon. L'important, c'est d'arriver à partir d'un point A à aller à un point B. Le chemin pour s'y rendre, quand c'est balisé, ce n'est pas tant important. Ce n'est pas grave s'ils ne le font pas à notre façon, nous autres, mais s'il y a une façon d'y arriver qui respecte les règles, soit santé, sécurité, l'entreprise, budgétaire, peu importe, c'est important de leur donner un certain pouvoir avec ça. Fait impliquer tôt, impliquer sincèrement quand vous avez un projet à faire. Je pense que plus tôt que tard, d'impliquer les équipes, c'est la meilleure chose à faire. Le sens mobilise plus que la directive. Ça, je pense que ce point-là, il est extrêmement important. Il y a certaines personnes que tu vas leur demander, on va leur demander de faire une action. Ces gens-là vont l'exécuter sans poser de questions. Il y a des gens qui ont besoin, la plupart d'entre nous, on a besoin d'avoir un sens. Pourquoi on fait ça? Puis ce sens-là, ça mobilise beaucoup plus que la directive. La directive, c'est que tu vas agir sur une contrainte, en fait. Tu n'as pas le choix de le faire. Mais le sens, c'est là que tu vas commencer à vouloir porter ce projet-là. Parce que tu sais que pour toi, ça fait du sens. Puis célébrer les victoires intermédiaires, bien, on en parle souvent, là, de célébrer les victoires dans les changements, en maintenance ou peu importe, en opération, en amélioration continue. Chaque petite victoire a le mérite d'être soulignée. C'est important. On a plus de 21 de rentabilité et 17 de productivité avec des équipes engagées. Je pense que l'adhésion, ça fait partie une des 5 clés pour avoir des projets de transformation qui sont réussis. La clarté du leadership. On revient un peu à l'implantation d'Infor tantôt. Est-ce que, selon vous, il y avait une clarté au niveau du leadership par rapport à ce projet-là? On a 8 fois plus de chances de réussir quand le leadership est clair. Cette portion-là aussi est super importante. Il faut définir une vision limpide et partagée. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'avant ce qu'on veut faire, mais
d'arriver avec vraiment une vision extrêmement claire de ce qu'on souhaite faire, même si c'est un petit changement de processus. C'est important de déterminer comment on veut le faire puis de définir une vision qui est simple. S'engager publiquement et durablement, de nommer un changement, de nommer une transformation, de se commettre, en fait, aux gens, ça va faire en sorte que, comme ça le mentionne, on s'engage publiquement, mais ça va nous forcer par après à aligner les décisions avec le discours. Si on fait juste le nommer, puis que les décisions sur le terrain ne sont pas cohérentes avec ce qu'on a nommé en amont, ça fait partie d'un des axes qui, selon moi, peut faire en sorte que ça peut déraper quand même assez rapidement. Le courage managérial, c'est le 5e axe. Je pense que dans toutes les transformations, on en a parlé tantôt, il y a 70 des transformations là, qui échouent à atteindre leur objectif ou qui échouent complètement. Le courage managérial, je pense que ça peut se répercuter sur plusieurs niveaux, mais comme dans toute organisation, il y a des gens qui sont rébarbatifs au changement. Okay? Peu importe la raison, il y a des gens, je pense, qui vont toujours. Il y a des leaders négatifs, il y a des leaders positifs, il y a des gens qui sont neutres. Je pense que la portion des positifs, on en a parlé tantôt, quand on parle de porter un projet, ces gens-là, souvent, vont convertir les neutres. Okay? La plupart du temps, vont emmener les neutres qui, eux, sont ambivalents sur où c'est qu'on se positionne par rapport à ça. Je n'ai pas trop d'idées, mais je pense que ça peut être cool ou je ne sais pas trop. Je pense que ces gens-là sont capables de les emporter avec eux autres. Puis tu as la portion négative qui va toujours être là. Puis comme je dis, je ne connais pas les motivations. Je veux dire, chacun a ses raisons, mais il y a toujours ces gens-là qu'on va avoir à gérer. Avoir le courage managérial, puis on parlait tantôt d'aligner les décisions, d'aligner les actions avec le discours qu'on a eu précédemment. Sachez qu'il n'y a rien de plus désengageant pour une équipe de voir des gens qui tirent vers le bas et de regarder des gestionnaires qui font absolument rien pour que ça arrête. Pourquoi? Parce que des fois, il y a rapport avec l'ancienneté, il y a rapport avec des choses qui ont déjà été. Tu sais, cette personne-là nous a vraiment aidés, là, 10 ans, sinon on n'avait pas passé au travers ou peu importe. Fine. Mais aujourd'hui, dans le contexte où on est et dans la transformation qu'on veut faire, il y a une direction à prendre. Ces gens-là ont le choix d'embarquer, ils ont le choix de faire partie de la transformation ou ils ont le choix de la subir. Ça leur appartient. C'est notre travail en tant que gestionnaire d'être capable de les aider là-dedans. Mais à un certain moment, si on n'a pas le courage managérial de gérer ces gens-là pour faire en sorte que le momentum, okay, on en parle au hockey, là, momentum qui se crée, il faut que ce momentum-là reste présent. Je pense que ça aussi, ça fait partie d'un des 5 axes qui peut faire en sorte que soit ça fonctionne, soit ça dérape pour un changement. Il ne faut pas avoir peur de nommer les résistances sans les nier. Il y en aura des résistances dans tous les projets qu'on veut faire. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Je pense qu'il faut vraiment les verbaliser. Il faut en parler ouvertement. Que l'environnement soit syndiqué ou non, ça ne change rien. Puis by the way, pour mon expérience, je n'ai jamais fait de différence avec ces deux sphères-là. Syndiqué ou non syndiqué, pour moi, ça ne change rien. C'est la même façon de gérer, que ce soit syndiqué ou non syndiqué. Il y en a un qui a un livre des règlements que tu n'as pas le choix de te coller dessus. Puis l'autre, il faudrait presque qu'on ait un livre des règlements, nous, qui ressemble à ça, pour qu'on agisse toujours de la même façon avec ces gens-là. Il faut être capable de décider dans l'inconfort. C'est très inconfortable de recadrer quelqu'un qui ne veut pas participer au changement. On lui a donné toutes les chances au monde d'adhérer à ce changement-là. Il a la même mentalité depuis 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, il ne veut pas participer. C'est très inconfortable de gérer des gens comme ça. Mais autant pour cette personne-là que pour l'organisation, le jour où vous allez gérer cette portion-là d'une façon honnête, je pense que vous allez rendre service et à cette personne et à l'organisation. Puis il faut évidemment protéger l'équipe du projet. Un manager courageux crée un espace sécurisé pour que l'innovation puisse s'exprimer. Je pense que c'est extrêmement important au niveau du courage managérial. En terminant, les axes, je pense qu'il me reste un peu de temps, j'ai fait ça vite.
Les axes ne fonctionnent pas seuls. Dans une transformation ou dans un changement, ma perception, c'est que ces axes-là ne fonctionnent pas seuls. Ça crée un ensemble, ça forme un système. Le terrain, les ressources, l'adhésion, le leadership, le courage, pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Si ces 5 conditions-là sont réunies, selon moi, mon expérience, pour moi, c'est un gage de réussite. Puis la transformation en maintenance, ce n'est pas qu'un projet technique, c'est avant tout un défi humain, organisationnel et leadership. J'espère que je n'ai pas été trop endormant ou fin de journée. Avez-vous des questions? Vas-y. Je prends ça comme un compliment, merci. Merci tout le monde.